Sous la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Lucie Boel, doctorante en philosophie. Bonjour Lucie. Bonjour Élodie. Alors, je suis vraiment très contente de t'avoir et j'ai vraiment hâte que tu te déshabilles à mon micro pour vraiment une tonne de raisons. On s'est rencontrés en septembre en formation et je sais que tu as plein de trucs à raconter. Je te suis depuis et puis tu as une actualité en ce moment. Enfin voilà, il y a plein de choses, donc j'ai vraiment trop hâte de faire cet épisode. Merci à toi d'avoir accepté de le faire. Si tu veux, on va commencer. Alors, je te poserai la question si tu portes une blouse ou pas à la fin. Une fois que tu nous auras raconté tes recherches, vous comprendrez pourquoi pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent. Et on va commencer avec la blouse virtuelle sur le dos. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce que tu fais, quelles sont tes recherches? Oui, alors moi je fais de la philosophie des sciences, donc mon objet de recherche c'est les sciences. Je travaille sur le rôle de l'ignorance en sciences, Mhm, comment elle va venir structurer la recherche. Et en fait, je pars d'un constat tout simple, c'est que si on fait de la recherche, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Ça mhm, paraît évident dit comme ça, mais c'est important d'étudier l'influence de l'ignorance en sciences, donc voir comment ça va structurer la pratique scientifique, comment on va identifier notre ignorance, parce que parfois elle peut être inconsciente ou ouais. consciente, comment on va la formuler, comment on va sélectionner l'ignorance qu'on veut traiter. En général, on a tout un tas de critères qui vont nous faire choisir une ignorance plutôt qu'une autre. Mhm, Aussi, quelle méthode on va développer pour répondre à notre question, et puis aussi toutes les nouvelles petites questions qui vont apparaître pendant la recherche, qui seront donc autant de nouvelles petites ignorances. Alors du coup, moi, la méthode que j'utilise, c'est qu'évidemment, comme Ah je oui, fais de la philosophie, ouais, je lis beaucoup d'articles, ouais, de livres. En fait, je fais beaucoup de travail sur la littérature. ouais. Là, en ce moment, je travaille sur, de l'épistémologie. En fait, j'essaie de construire un cadre, conceptuel qui va me permettre de déterminer quelles sont les conditions de l'ignorance. Donc, par exemple, une ignorance qui est accessible, une ignorance qui est consciente, qu'est-ce que Mhm, c'est qu'ignorer, ou savoir? ouais. Et une fois que j'aurai construit ce petit cadre, je vais Mhm, pouvoir l'appliquer à une étude de cas en histoire de la biologie. d'accord. Et l'idée, c'est qu'en fait, cette étude de cas, elle va venir nourrir mon cadre que je pourrais adapter à la situation, après l'avoir appliqué. Ouais, Et pour finir, je vais faire un terrain dans un laboratoire. Alors je ne sais d'accord. pas encore dans quel laboratoire, j'ai plusieurs pistes, mais on verra ça un peu plus tard. Et l'idée, c'est qu'avec le terrain en laboratoire, je vais pouvoir interroger les chercheurs sur leur rapport à l'ignorance, donc comment ils font en pratique la recherche, Ouais, vraiment voir la recherche pendant qu'elle se fait, ouais. et comparer donc mes résultats entre mon terrain et mon étude de cas en histoire de la biologie, Ouais. et aussi réadapter donc le modèle que j'aurais construit avant. Et alors, quand tu construis un modèle, en fait, tu es dans une bibliothèque, tu lis des choses, c'est ça? Et c'est par rapport à ce qui a déjà été écrit que tu essayes de voir un peu tout, de creuser avec ton angle à toi pour essayer de créer ton propre angle avec tout ce que tu as lu, c'est ça? Exactement. Alors la difficulté, c'est que, on ne sait pas grand-chose sur l'ignorance, hein, sans mauvais jeu de mots. Ouais. En fait, c'est un sujet qui est très récent en philosophie. Il a été un peu traité en sociologie, du point de vue, en fait, de, l'influence des valeurs sur la production de l'ignorance, la production du savoir, les conséquences que l'ignorance scientifique peut avoir sur la société, et cetera. Mmh. Et du coup, en philosophie, ça a commencé à être étudié, je dirais, dans les années 90, beaucoup dans Ouais, les c'est années, tard. Ouais. 2000-2010. Et en fait, l'angle d'attaque que moi j'ai choisi, en fait, voir l'ignorance comme une ressource de la science, donc c'est Ouais. une étude qui n'est pas du tout, j'ai pas du tout une approche sociale. Ça, c'est quelque chose qui a été très peu fait. En fait, il y a, 2 personnes qui ont écrit sur, les conditions de l'ignorance, en sciences. Qu'est-ce que c'est qu'ignorer? Et ils ont travaillé sur un tout petit type d'ignorance, et donc moi j'ai essayé de
d'apprivoiser un peu ce type, Ouais, d'adapter le modèle qui est en train de se construire à l'usage que je veux en faire, c'est-à-dire l'appliquer à un cas concret. ouais. Et là, je suis en train de me dépatouiller pour voir, tous les autres types d'ignorance et essayer de pousser le modèle un peu plus loin pour prendre en compte, toutes les situations. D'accord et ton étude de cas, tu l'as construit comment du coup? Parce que, le terrain, donc là, tu vas voir des scientifiques, tu vas te poser dans un labo et observer ce qu'ils font en fait et leur poser des questions. Mais l'étude de cas, c'est quoi? Tu l'as fait comment? Et c'est une très bonne question. Dans l'idée, je vais prendre, une situation, précise, donc en histoire de la biologie. Après, je sais pas trop, à quelle échelle me placer. Je sais pas si c'est plus intéressant d'étudier l'ignorance à l'échelle individuelle, donc d'un seul scientifique, Ouais. ou plutôt à l'échelle de la communauté, c'est-à-dire une ignorance, propre à une communauté entière. Mmh. Parce qu'en fait, l'ignorance, on peut la retrouver donc à tous les niveaux. Par exemple, l'ignorance à propos, de l'hérédité, comment, des caractéristiques, se passent d'une génération à la suivante. Ça, c'est une ignorance qui est plutôt globale, qui est propre à une communauté. Et les chercheurs qui vont travailler sur cette question vont développer des questions beaucoup plus précises que celle-ci, ben, pour pouvoir construire une méthode autour. OK. Par exemple, avec Mendel, qui s'est demandé comment les poids hybrides se Mmh. formaient. Ouais, Donc, je ne sais pas encore à quelle échelle me placer. d'accord. Ça, je m'y mettrai l'année Ah prochaine. oui, OK. Ouais, ouais. Et voilà, mais c'est quelque chose sur lequel, je commence à travailler en ce moment. D'accord, OK. Bah, merci en tout cas d'avoir, tout très, très bien et très clairement expliqué. Alors du coup, ma question traditionnelle de: «Est-ce que tu portes une blouse au labo?» Clairement, bah, je te laisse répondre. Eh bah, non, pas du tout. Je voudrais bien, ce serait super classe, mais non, au laboratoire, on porte pas de blouse et à la bibliothèque, on porte pas de blouse non Bah, ouais, plus. tu es majoritairement du coup bibliothèque et chez toi au final. C'est ça. Donc on peut faire des recherches, sans porter de blouse, mais la majorité d'ailleurs, des personnes que j'interviewe, ne portent pas de blouse sauf en cas de manip, on va dire un peu sale ou ce genre de choses où on a besoin d'être stérile. Eh bien écoute, merci en tout cas de nous avoir raconté ça. Je te propose d'enlever la blouse virtuelle puisqu'elle est pas vraie du coup, Non, en effet. d'enlever cette blouse virtuelle que de toute façon tu ne portes pas, mais, pour que tu nous parles un peu plus de toi et notamment, on va commencer par, comment est-ce que tu es arrivée à faire une thèse en philosophie? Est-ce que c'est quelque chose que, petite Lucie voulait faire petite ou, que tu as découvert plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a menée, à ça? Alors, c'est une grande suite de hasards. Déjà, pour commencer, quand j'étais Ouais, petite, je voulais être à la fois, médecin, vétérinaire, astronaute et chercheuse en biologie parce que je voulais avoir une d'accord, jolie blouse. d'accord. Du coup, je suis, aucune de ces alternatives. Par contre, moi, du coup, je travaille sur les sciences. Donc Ouais. finalement, j'ai, Mmh. une approche plus globale et je peux toucher un peu à tout, ce qui Mmh. m'arrange. J'ai commencé donc par un bac littéraire, D'accord. spécialité maths. C'est D'accord. un Ah peu ouais. atypique, mais c'était sympa. Ensuite, alors pour la petite anecdote, je savais pas trop quoi faire après le lycée, donc je me suis dit: «Ben, je vais choisir une ville qui m'intéresse». Alors, Lyon, ça Ouais, m'intéressait beaucoup et j'hésitais entre psycho et philo d'accord, et je me suis dit: «Ben, j'ai plus de chances d'être acceptée en philo qu'en psycho, parce qu'il y a moins de gens qui demandent, la philosophie» et d'accord. puis je me suis dit: «Bon, au pire, si ça me plaît pas, je me réorienterai» et je suis arrivée en philo, à Lyon, donc j'étais contente. Ça m'a beaucoup plu, donc je suis arrivée jusqu'ici. Et j'ai fait donc toute ma licence à l'université Jean Moulin Lyon 3. Ouais. Après, en master 1, je suis partie, en échange universitaire aux États-Unis, à Baton Ah, Rouge, c'est en Louisiane. ouais, sympa. C'était très bien, là-bas, j'ai pu suivre des cours de biologie, de bioéthique, de D'accord. logique. C'était très intéressant Donc tu as et fait attends, tu as fait une licence de philo et quand tu es partie, c'était de la bio plutôt, ce que tu as fait? quand je suis partie, c'était toujours de la philosophie. D'accord. J'avais une majorité de cours en philosophie, mais par contre, j'ai pu suivre, des cours en sciences naturelles. Ah ouais, OK, excellent, en plus quoi. Oui. Mmh. Oui, oui, c'était très bien. J'ai vécu mon premier confinement là-bas, parce que Ah! j'y étais, au début du covid, donc j'ai pas, pu, visiter grand-chose Ah ouais, et effectivement. puis après je suis rentrée en France, pendant D'accord. les, confinements suivants où j'ai fait un master qui s'appelle Logique, Histoire et philosophie des sciences et des techniques, toujours à D'accord. Lyon 3 Ouais, ouais. et puis, alors
À ce moment-là, je me suis dit: «Bon, je veux faire de la recherche». Ça faisait quand même déjà quelque temps que je me disais: «Je veux faire de la philo des sciences» et j'ai candidaté à un contrat doctoral que j'ai pas eu. D'accord. Mais finalement, après coup, j'étais contente de pas l'avoir parce que ça m'a permis de sortir un peu de l'université. Mmh. J'ai pu, travailler à la métropole de Lyon notamment, donc ça m'a donné le D'accord, temps de me reposer un petit peu et j'ai retenté le contrat doctoral, donc c'était en juin-juillet 2022. Je d'accord. l'ai eu cette fois Ouais. et puis, donc j'ai commencé ma thèse en octobre Ah oui, et donc on s'est et rencontrés, c'est vrai que tu commençais ta thèse en fait, oui, c'est ça. même pas, tu avais même pas commencé, exact. Non, OK, j'avais même pas commencé parce que je me souviens que je t'avais dit que j'avais pas ouais. encore signé mon Oui, contrat. et du coup, pourquoi de la recherche? Pourquoi est-ce que tu as voulu faire de la recherche? Alors ça, c'est une très bonne question, je sais pas trop pourquoi j'ai voulu faire de la recherche. Déjà, je pense qu'il y a une part de curiosité naturelle, hein, Ouais. dans tout chercheur. Après, c'était peut-être une voie un peu naturelle, vu mon parcours. Après la philosophie, traditionnellement, c'est plus de l'enseignement ou de la recherche Mmh. et j'ai quand même cette appétence pour, la recherche, découvrir de nouvelles choses et aussi pour le partage. Ce qui est chouette avec l'activité de recherche, c'est que, ben, d'un côté, on travaille sur un sujet, qui nous est cher. Moi, l'ignorance en sciences, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et on peut le partager donc à des chercheurs qui s'y intéressent, on peut le partager à des pairs aussi quand, Mmh. on est en colloque, en conférence et on peut aussi, intéresser les étudiants. Oui. Ça, Vous c'est quelque chose que je trouve très intéressant, dans la dimension de recherche, d'avoir le côté enseignement à côté et puis ce qui est quand même super sympa avec mon sujet, donc l'ignorance en sciences, c'est que, ben, il est assez original, très peu de gens qui travaillent dessus et en fait, c'est, un travail de recherche qui s'applique à moi-même. Parce qu'en travaillant sur l'ignorance en sciences, Ouais, ben ou dans la recherche, en fait, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à la recherche dans tous les domaines, hein, a priori. ouais. Donc quand je découvre des trucs où je me dis: «Ah oui, il y a des gens qui ont formulé cette ignorance de telle manière. Oh, comment ça se passe dans la recherche?» Ben, en fait, c'est un peu une auto-réflexion où, ce sur quoi je travaille, je peux m'en servir pour améliorer ma propre recherche. Ouais, c'est rigolo. Un peu C'est pas comme mal. une métathèse, ouais. Ah, c'est pas mal, et là, tu étais en train de me faire une transition très sympa sur la suite justement. Tu parlais du transfert, enfin transmettre tes connaissances. Est-ce qu'on parle de ma thèse en 180 secondes ou pas? Ah bah, allons-y. Donc justement, donc tu es arrivée là, tu fais une thèse, ça fait très peu de temps, donc tu soutiens normalement dans quelques années, tu es au début de ta thèse là? C'est ça. En 2025, si tout se passe bien. Oh là là, ça paraît loin, mais en même temps pas si loin finalement. Ouais, pas assez. Pas assez, donc tu es finaliste ma thèse en 180 secondes. Oui. Donc va falloir que tu nous parles de ça quand même, parce que justement tu parlais de parler de tes recherches, aux pairs, aux étudiants, mais là c'est carrément, grand public et tout ça. Nous d'ailleurs, on s'est rencontrés en formation, c'était pas exactement ma thèse en 180 secondes, c'était ma thèse pour les nuls, donc un pitch en 3 minutes. Pour être honnête avec toi, je ne pensais pas que tu irais, au début en tout cas, faire ma thèse en 180 secondes, et donc faut que tu nous racontes comment tu en es arrivé là et pourquoi tu as fait ça, et puis l'aventure aussi que tu racontes. Donc je sais pas d'où on part. On commence d'où? Et ben, on va faire par ordre chronologique. Allez. Alors, moi non plus, je pensais pas arriver jusque-là, je pensais même pas faire le concours. Ouais. En fait, je suis arrivée dans ta formation complètement par hasard. Je venais de commencer enfin de commencer. On va dire que j'étais presque en train de commencer ma thèse Oui, ça quand j'ai c'était un mois avant. reçu Tu allais voilà. commencer ta thèse. J'allais commencer ma thèse et en fait, j'ai reçu, une information à travers la liste de diffusion de mon laboratoire qui Ouais. disait, «Oh, il y a, ma thèse pour les nuls à la fête de la science, ce serait bien qu'on ait des représentants du laboratoire qui y Mmh. aillent». Et je me suis dit: «Ben, très bien, il y a une formation». Je suis très, très peu à l'aise à l'oral et c'est Mmh. surtout que, émotionnellement, prendre la parole, en public, c'était en tout cas très compliqué pour moi. Alors je me suis dit: «Ben, je vais commencer ma thèse, c'est le moment en fait de sortir de ma Ouais, zone de confort». Donc je suis arrivée dans ta formation et je me exactement. souviens que, en fait,
la formation en elle-même me stressait. Ouais. Rien que l'idée de prendre la parole pour faire un tour de table, donner mon prénom et ma discipline, c'était vraiment très compliqué. Mais, mais le groupe était vraiment très sympa, donc Ouais. ça a beaucoup aidé et puis, on a fait pas mal d'exercices, assez chouettes et puis bon, tu es une très bonne formatrice aussi, donc ça m'a Non beaucoup mais aidée. vous étiez un très, très bon groupe. Je sais que, ça prend, assez peu à ce niveau-là avec tous les groupes. Là, c'est vrai que c'était un vrai plaisir. J'avais l'impression de venir, former des gens qui se connaissaient depuis toujours. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Vous étiez, vraiment tranquilles et ouverts, chacun à vous aider et cetera et pour, ceux et celles qui ne savent pas, donc Ma thèse en 180 secondes, c'est une compétition qui est, francophone, internationale où, on doit pitcher sa thèse en 180 secondes, comme le nom l'indique. Et Ma thèse pour les nuls, c'était un peu le même concept, mais en version pour la fête de la science, complètement en dehors de la compétition. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et c'est vrai que moi, on a fait le premier tour de table, ce que je fais, c'est que j'essaye de voir quel va être le challenge pour chaque personne. Et c'est vrai que souvent, on me dit: «Il y a un sujet de thèse qui est peut-être un peu compliqué ou tel truc ou tel truc» et c'est vrai que toi, je me suis dit: «OK, il y a un vrai challenge là» parce que tu m'as dit, «Ah je suis terrorisée à l'idée de parler en public et cetera». Je fais: «OK» et c'est vrai que la philo, ça peut être compliqué parfois à bien expliquer et cetera parce que parfois, c'est des sujets qui sont un peu plus durs à comprendre ou un peu sur des concepts, qui en soi mériteraient déjà 3 minutes à expliquer. Tout à fait. Puis c'était chouette de vous voir tous, vraiment, évoluer et devenir de très bons orateurs, hein. Vous êtes tous devenus, vraiment très, 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 très cool et tous vos pitchs étaient vraiment géniaux. Et du coup, là, tu as décidé après ça, ma thèse en 180 secondes, pourquoi pas? Allez, on y va? Oui, alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Je me suis dit: «Bon, ma thèse en 180 secondes, ça peut être sympa à faire à un moment». Mmh. Et ce qui m'a décidé, c'est que je me suis dit: «Bon, ça va, je suis en première année, je suis pas encore dans le rush de la rédaction Ouais, ou autre» et je me suis dit: «Ben, quitte à avoir fait la formation, ma thèse pour les nuls juste avant, ouais, autant tenter MT 180, ça me demandera moins de travail» puisque j'étais encore, ouais, dans la dynamique, en fait, des 3 minutes. Puis j'avais un texte qui était quand même plus ou moins déjà prêt. mmh, Donc je me suis dit: «Ben, allez, on va faire la formation MT 180» et là, c'était le drame. La formation, évidemment, il y avait beaucoup plus de monde. On était une quarantaine ouais, cette fois, on n'était pas 8. mmh, Et mmh, il y avait quand même une bonne ambiance de compétition, mais bon, après, c'est normal, ça reste un concours, ouais, international quand même. ouais, ouais, Et ça m'a demandé beaucoup de travail, donc sur moi-même et aussi, simplement pour retravailler mon texte. ouais, Mais moi, je me suis dit: «C'est pas grave, j'ai commencé la formation, je vais le faire». Et vient le moment où il faut, candidater, je me suis dit: «Oui, bon, j'ai un peu la flemme quand même». Bon, déjà, je suis stressée, donc ça m'encourage pas. Ensuite, j'ai la flemme parce que ça me demande beaucoup de travail et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais quand même le regretter. J'ai fait la formation, ce serait bête de pas candidater» ouais, et je me suis dit: «Bon, bah, au pire, je passe pas et puis, comme ça m'évite de travailler voilà. après, quoi». Comme ça, Et j'aurais tenté au cas où. c'est ça, j'aurais tenté au cas où et je me suis dit: «Bon et puis si je passe, tant mieux, ce sera rigolo». Et j'ai envoyé une vidéo la veille. La vidéo, elle est complètement chaotique. Je me souviens que, en fait, j'étais à un rez-de-chaussée, il y a un poids lourd qui est passé juste devant la pièce, donc la caméra a bougé, il faisait tout noir dans la pièce. La vidéo, elle doit faire 2 minutes 40, enfin, c'est n'importe Ouais. quoi. Et j'ai quand même été présélectionnée par je ne sais quel miracle. Et puis ça, c'était déjà une bonne, surprise à la base. Ouais. Ensuite, il y a eu la finale locale à Lyon. Ah ça, c'était une super surprise. Ouais, 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 c'était le Ah 21 mars. oui, donc pour donner un peu d'infos, en fait, de contexte, Lucie, tu as participé, mais il y avait Valentin aussi, Gauthier, Oui, qui a c'est participé, ça. qui était à la formation avec nous, qui, est parti aussi, tenter Ma thèse en 180 secondes. Donc vous avez tous les 2 été sélectionnés pour la finale, locale. Donc ça, c'était ultra cool et est venu donc vous avez été sélectionnés pour participer à la finale locale et là est venu le moment de la finale locale, animée d'ailleurs par, Pierre, Astro Pierre sur Twitter. Oui. Et là Et là, et bah, c'était une grosse surprise. En fait, avec Valentin, 2 semaines avant, on se disait: «Oh imagine on est pris tous les 2, imagine on est pris tous les ouais, 2». Et bingo, on a été pris tous les 2.
Ouais. C'était une très, très grande surprise. Donc moi, j'ai eu le 3e prix du jury. Mmh. Je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, pas d'étape suivante, mais Ouais. c'est pas grave» et en fait, j'ai eu le prix du public aussi, donc ça m'a décroché, mon ticket pour la demi-finale et Valentin a eu, le 1er prix du jury. Ouais. Donc mais je pense que la plus grande victoire ce soir-là, c'était pas de passer à l'étape suivante, c'était qu'on ait été pris tous les 2. Mais oui, Je me c'était souviens, fou. hein. Ouais, ouais, il C'était y a fou, des c'était photos, très drôles. ouais, il y a des photos magiques de vous 2 où ça se voit que vous êtes super heureux et même moi, hein, vous m'avez fait pleurer, hein, j'avoue. Parce que moi, j'étais à ma propre finale, j'animais la finale à Grenoble et j'essayais de suivre ce qui se passait et c'est vrai que vous soyez pris tous les 2, c'était un peu, le truc qu'on attendait mais qui était un peu improbable parce que, enfin voilà, la probabilité que vous 2 passiez, en finale, nationale, c'était dingo. Mais donc tous les 2 vous êtes passés. Bravo, c'était vraiment trop cool. C'est l'équipe, la team petit chat, qui est passée qui est partie en demi-finale, nationale. C'est ça. Et puis, la demi-finale, donc c'était une belle aventure aussi. On Ouais, est partis 3 jours à Paris. On a rencontré des gens au CNRS, on a beaucoup réseauté, c'était très intéressant et alors la demi-finale, l'ambiance est pas du tout la même que la finale locale. C'est moins un événement, c'est vraiment, un concours, quoi. c'est un semi huis clos, C'est ça, oui, il y a pas de semi-huis public. clos. En fait, le public, c'est, 3 ou 4 personnes, qui viennent encourager parce qu'ils sont déjà sur Mmh place, mh. les membres du jury, les Ouais, organisateurs ouais, ouais. et les 53 autres candidats qui sont là Ouais, et qui nous évaluent un petit peu en même temps, ouais, ce qui est normal. L'ambiance était pas tout à fait la même, mais c'était très sympa aussi. On a eu un temps de détente après le concours, ouais. avec les candidats, c'était très chouette et le lendemain, à l'annonce des résultats, ils ont annoncé peut-être 12 ou 13 noms et là, je me suis dit: «Bon, ben, c'est C'est mort, mort, en quoi. fait, Ouais, il reste plus grand monde, ça passera jamais. En plus de la philo, ça passe ouais. pas, quoi» et en fait, j'ai entendu mon nom et je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai encore passé une étape», alors qu'à la base, c'était pas du tout prévu, je voulais pas participer. Et non, non, vraiment chaque étape est une surprise et je pense que ce qui rend l'aventure assez, dingue pour moi, c'est que du coup, je me dis pas évidemment, je me projette un peu à l'étape suivante, Oui. hein, comme tout le Ouais, monde. Là, ouais. si je gagne la finale, je serais très contente, hein. Je m'imagine un Ouais. monde dans lequel ça arrive et mais en fait, j'arrive vraiment à chaque étape où je me dis: «Bah, cool, je suis arrivée jusque-là, maintenant je vais m'amuser» et en Ouais. fait, avec, toutes les formations et puis, les nombreuses répétitions, donc de Ouais. mon pitch, devant des publics, ou même toute seule chez moi, j'ai fini par vraiment aimer, la scène Ouais. et c'est assez, incroyable parce que bon, déjà, je passe les étapes MT 180, mais c'est surtout Ouais. d'un point de vue personnel, j'ai fait Personnel, un mais oui, c'est ouf. chemin qui est incroyable, ouais. Ouais. Maintenant, Ouais. j'aime ça, quoi. Mais ouais, moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est qu'en fait, il y a 6 mois, rien que de faire un tour de table, ça te faisait, voilà, tu le vivais mal. Mais là, maintenant, en fait, tu as hâte de pitcher, à Rennes, Oui. de faire la finale à Rennes et ça, c'est génial parce que, je pense que ça c'est voilà, c'est porteur d'espoir pour quelqu'un qui se dit: «Bah, j'aimerais bien, mais j'ai peur», en fait, finalement. C'est beaucoup de boulot, hein, clairement. Toi, tu es passé de, flipper à un tour de table en formation à aimer ça et ça, c'est vraiment trop chouette. Oui, mais c'est ça qui est incroyable et ça fait vraiment du bien, en fait, quand on regarde le chemin parcouru et tu as Mmh. raison, j'ai très, très hâte d'être à Rennes. En plus, ce sera à l'Opéra de Rennes le 8 juin et ça va être incroyable, en fait, d'être sur une scène d'opéra, quoi. Ça m'est jamais arrivé déjà d'aller à l'opéra, alors en plus, ma première fois sur scène, ça va être très rigolo. Bah, écoute, je mettrai tous les liens et cetera pour qu'on puisse suivre, ce qui va se passer. Mais en tout cas, je trouve que c'est une jolie histoire parce que parfois, on voit des gens qui prennent la parole en public et qui disent: «Bah oui, j'ai toujours aimé ça» et cetera et c'est chouette de voir quelqu'un qui est finaliste de ma thèse en 180 secondes. Alors qu'à la base, déjà, rien que de dire son nom en formation, tu vois, tu voilà, c'était un obstacle. Qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi le truc qui fait que tu as eu le déclic et maintenant que tu aimes ça? Honnêtement, je pense que c'est d'avoir le public en face, Mmh. le public qui écoute. Bon, en plus 3 minutes, c'est tellement court que c'est Ouais, très intense quand même en termes de pitch et de présentation et vraiment de voir le public qui est très intéressé en face et qui applaudit et tout ça, c'est beaucoup bah, déjà ça fait du bien. ouais, On se rend compte que, oui, notre recherche, elle intéresse des gens qui sont pas forcément dans le domaine aussi et il y a vraiment ce moment d'adrénaline, en fait, juste avant de mmh, monter sur scène. Alors, avant de monter sur scène, c'est, à peu près
3 à 5 minutes où je suis absolument au bout de ma vie, mais une fois que j'y suis, je tremble pendant 15 secondes et après Ouais, ça va mieux et en fait, c'est ce truc d'adrénaline où, je sais pas, c'est comme si tout sort comme ça très naturellement et vraiment je m'amuse. ouais. C'est, les 180 secondes, d'une seule soirée qui effacent tout le stress et toute l'appréhension juste avant et où vraiment c'est, un amusement pur et c'est super chouette ça. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait bien faire ce genre de truc, mais qui est pas à l'aise face au public, tu dirais quoi? Alors le truc qu'on dit souvent c'est, faut imaginer le public en sous-vêtements. Moi Ouais, non. personnellement je fais pas ça. Déjà, faut avoir envie de partager des choses au public. Je pense que sans cette envie, même si on a peur, sans cette envie, c'est peut-être plus difficile de dépasser la peur. Mmh. Mais je dirais qu'il faut pas s'arrêter aux obstacles en fait. Faut vraiment essayer de sortir de sa zone de confort et puis, bon, peut-être que ça marchera pas, mais moi quand j'étais ado, commander une baguette de pain à la boulangerie, ça me faisait monter les larmes aux yeux. Ah, c'est vrai? Après ouais, ouais, c'était terrible. D'accord, donc tu as Heu, jamais aimé c'est même pas parler non. en public, c'est parler, les interactions, c'est Ah oui, non, non, mais c'était terrible, hein. Je me suis améliorée jusqu'à la formation où on s'est rencontrés et là, plus depuis. Mais vraiment, c'était quelque chose de presque maladif chez moi et bah, j'ai essayé de surmonter ça, ça a pris ouais, du temps, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Émotionnellement, c'était dur parfois, mais ben, des fois, quand on veut, on peut et après, c'est vachement bien et on s'éclate, quoi. d'accord. Bon, bah, écoute, c'est un joli conseil et on croise les doigts pour toi, donc c'est le 8 juin, c'est ça? Le 8 juin, oui, à À l'Opéra de l'Opéra de Rennes. Rennes. OK et ben, on pensera à toi. Alors là, on arrive vers la fin du podcast. Moi, j'aimerais que tu me racontes ce que tu fais quand tu n'es pas au labo et que tu ne t'entraînes pas pour ma thèse en 180 secondes. C'est quoi tes hobbies? Alors mes hobbies, déjà, c'est, faire des câlins à mon chat, Ah! qui s'appelle Tartine. Voilà. Il est adorable, il est vraiment tout mignon et puis il fait des câlins comme les humains. Il monte sur moi et il met ses 2 pattes autour de mon cou et après il Oh. s'endort. Donc vraiment ça me fait fondre à chaque fois. Autrement, en dehors de, ma passion pour mon chat, je fais de la course à pied. Ouais, Ça ce que j'aime bien, en fait, avec, la course à pied, c'est que, bah, en fait, on peut en faire n'importe où. On prend, c'est il suffit basket. d'avoir des baskets et une tenue Mmh, appropriée et puis on peut aller courir absolument n'importe où. mmh. Donc ça, c'est super bien. Puis ça me permet de vraiment d'évacuer un peu toute l'énergie que je dépense pas quand je suis à la bibliothèque. Ouais, L'énergie physique, hein, bien sûr, parce que ouais, ouais. intellectuelle, c'est autre chose. Et Et puis sinon, je vois, un peu comme tout le monde, je vois des amis, je bouquine, je regarde des séries et il y a une chose que j'aimerais bien refaire, c'est voyager ouais, parce que, donc avant mon départ aux États-Unis, je voyageais, pas mal. J'aimais bien partir, 1 semaine, 10 jours toute seule avec mon sac à dos, ouais, bien. visiter des villes, Ouais, en Europe ou je suis allée à la Nouvelle-Orléans aussi avec mon petit sac à dos. C'était incroyable et là, j'aimerais bien reprendre ça, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. d'accord. OK. OK, OK et j'ai pas eu le temps de poser ça, mon cerveau n'a pas réagi assez rapidement, mais course à pied, tu le fais pour le plaisir ou tu as envie d'essayer de faire, je sais pas moi, des 10 kilomètres, des semi-marathons, des choses comme ça? Au début, c'était pour le plaisir et pour me remettre à une activité sportive surtout Ouais, et puis, ça fait vraiment du bien de se dépenser et enfin, pour le plaisir. Courir, ça me fait pas plaisir, hein, quand même à la non. base, c'est pas le sport le plus, épanouissant, mais, ça fait du bien et c'est simple comme sport. Ouais, En termes, d'équipement surtout et là, je me dis que je commence à vraiment bien m'améliorer donc je pense que je vais peut-être, me donner des objectifs donc oui, semi-marathon, 10 kilomètres, là, les 10 kilomètres, je les fais facilement. Je suis d'accord. Ah contente. ouais, donc semi-marathon du coup là. Ouais, bah ouais, carrément. Ouais, éventuellement mais pour l'instant, je vais continuer à courir, avec mes écouteurs tranquillement toute seule dans les rues de Lyon et après on verra. Ouais, très bien, très bien, très bien. Tu vois, moi, c'est quelque chose, je peux pas faire ça et c'est vrai que ça a l'air bien sympa, de pouvoir prendre ses baskets et de courir dans la où tu veux, quoi. Oui, bah, je suis allée courir sur la plage, j'ai pris quelques jours de vacances, la semaine dernière et c'était très, très chouette. Ah beh, ouais, carrément, carrément. Ouais, non, mais c'est vrai que pouvoir aller courir où tu veux, c'est vraiment sympa. Moi, je marche, mais tu vois, c'est pas le même, c'est pas la même vitesse, donc tu vois moins de choses et puis parfois, genre en plein dans Paris, c'est pas toujours, le truc très fun. Après, dans Paris, il y a des Space Invaders, c'est des espèces de petites mosaïques en forme de petits aliens
Ça, c'est le truc j'avais commencé à faire avec ma meilleure amie pendant le confinement. En fait, tu peux aller les scanner et du coup, tu pars à la OK. chasse dans Paris, tu essayes de les trouver, tu les scannes et tout et c'est vrai que ça, pendant le confinement, c'était pas mal parce que comme on pouvait rien faire d'autre et que, ça nous faisait du bien un peu d'être dehors et de marcher et qu'on pouvait pas spécialement, se retrouver dans un bar ou quoi, en fait, on allait marcher dehors à scanner, donc on partait à la chasse aux Space Invaders, c'était plutôt pas mal. Ah, c'est marrant, oui. Alors, je pense qu'on a un peu fait le tour. On arrive à la vraie fin du podcast. Merci en tout cas d'avoir partagé, de nous avoir un peu tout raconté. Je trouve ça vraiment très chouette. On arrive à la toute fin du podcast. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ou sur lequel tu voudrais vraiment revenir? Voilà, est-ce que tu as envie de dire un truc? Oui, c'est pour, revenir aux embûches, au stress et Ouais, l'anticipation. Moi, il y a quelque chose que je fais systématiquement depuis quelques années et qui m'aide beaucoup, en fait, c'est, je me pose la question du regret. Est-ce que si je fais pas ça, je vais le regretter après ou pas? ouais, Et ben, quand il y a des moments d'angoisse ou des moments d'incertitude, ça aide beaucoup. C'est ce que, j'ai fait avec, la thèse. Je me suis dit: «Ben, oui, certes, c'est beaucoup de travail, mais est-ce que je vais regretter si, je me lance pas dans l'aventure?» mmh, J'aurais beaucoup regretté. Pareil pour MT 180, j'aurais regretté, en fait, de pas me lancer dedans et donc c'est un mauvais moment à passer, quand on prend la décision, mais c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Donc ouais. s'il y a des gens qui sont un peu comme moi et qui écoutent ce podcast, je vous invite à vous poser la question du regret. Ça marche très bien. Très bien. Mais tu sais que j'ai eu cette conversation ce matin avec quelqu'un, donc c'est assez rigolo. Ah oui? Oui, exactement. Ouais, ouais, c'est, avec quelqu'un qui vit une situation pas facile en ce moment et elle savait pas quoi faire et je lui ai dit: «Bah, écoute, faut savoir si tu vas regretter, ce que tu vas faire, ou pas, en fait» et voilà. Oui, bah, ça aide beaucoup de se poser cette question et je trouve que c'est Ouais, un bon moyen de prendre de bonnes décisions, pour le coup. oui, tout à fait. Bah, écoute, merci pour ce mot de la fin, presque philosophique. On reste dans le thème, c'est bien. On reste dans le thème. Merci beaucoup Lucie, je suis vraiment trop contente d'avoir fait cet épisode avec toi et puis, bah, je mettrai, les liens en description pour qu'on te suive, sur Twitter, ma thèse en 180 secondes et cetera pour ceux qui voudraient et ceux et celles qui voudraient aller jeter un œil et on te souhaite, bah, de réussir cette finale et en tout cas, on pensera à toi le 8 juin, dans cet opéra et on suivra ça. Merci Merci. beaucoup. De rien, merci à toi. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon à très bientôt pour un prochain épisode.